Avons-nous une opportunité d'investissement sur Bonduel? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. On va essayer de regarder ça. Est-ce qu'elle a publié ses résultats financiers depuis? Je rappelle ici que Bonduel, ce n'est pas une entreprise qui m'intéresse personnellement. Okay. Et puis d'ailleurs, généralement, les entités françaises ne m'intéressent pas parce qu'il y a de mauvais business, mais je vous ai toujours dit que par rapport à ma localisation géographique, je n'ai aucun intérêt à investir sur les compagnies françaises, ok, ni même européennes de manière générale. Mais l'analyse quantitative reste l'analyse quantitative, donc ça ne m'empêche pas de regarder les business en eux-mêmes, d'accord? Donc c'est pas un problème, ok? So, Bonduel, je n'ai pas d'informations. Enfin, elle a publié sans doute ses résultats financiers ici. Enfin, si elle a fait, tant mieux. Mais sinon, moi, je vais juste regarder les chiffres ici. Parce que dans tous les cas de figure, ça n'a pas changé grand-chose. Donc, si on regarde les états financiers assez rapidement, stabilité, croissance des revenus, on a généralement, de manière générale, on a une croissance des revenus. Mais vous pouvez constater qu'entre 2020 et aujourd'hui, on a une décroissance au niveau du revenu. De toutes les façons, qu'est-ce qui s'est passé à ces niveaux? Est-ce qu'on a vendu un segment d'activité ou nous avons un business décroissant? Ici, c'est une acquisition. C'est une acquisition. Vous ne pouvez pas faire une croissance aussi élevée en si peu de temps. Ok, c'est clairement ici les signes généralement d'une acquisition. Et si vous avez l'habitude de lire les rapports financiers ou bien l'habitude de regarder les états financiers, d'interpréter les états financiers, vous allez pouvoir identifier généralement les acquisitions. Ok, je n'ai même pas besoin d'aller vérifier, je sais qu'il y a une acquisition ou une fusion à ces niveaux. Ok, ensuite, vous allez regarder la marge brute. C'est bien d'avoir un revenu plutôt croissant. Marge brute ici, est-ce que la marge brute est plutôt stable? On va se dire que oui, plutôt stable, ce qui est une bonne chose. Maintenant, est-ce que la marge EBITDA va dans le même sens? Et là, tout se gâte. Depuis 2016, la marge EBITDA est de moins en moins élevée. Donc, ce qui veut dire que les dépenses opérationnelles sont de plus en plus élevées. Et quand on parle de dépenses opérationnelles, quel poste de dépenses opérationnelles, quel est le poste qui influence le plus l'EBITDA? Est-ce qu'on paye de plus en plus? Est-ce que c'est le personnel? Est-ce que c'est la recherche et le développement? Est-ce que c'est le marketing? Je n'en sais rien. Mais ce que je vois ici, je n'aime pas ça. Parce qu'en moyenne, déjà, les marges EBITDA ne sont pas élevées, 8%. Après, ça ne me dérange pas parce que ça peut être la moyenne dans le secteur d'activité ou ça peut être la norme dans le secteur d'activité. Ok, peut-être que même l'entreprise a un pricing power parce que, enfin, peut-être que l'entreprise ici a un avantage concurrentiel, même avec des marges de 8,45%. Parce que avoir des petites marges, ça ne veut forcément pas dire qu'on n'a pas d'avantage concurrentiel. Je connais des entreprises qui en ont. Faites attention. Avec des petites marges. Ok, donc la taille de la marge n'est pas synonyme ici de l'absence d'avantage concurrentiel. C'est un peu plus profond que ça. Et donc, on constate ici que les marges EBITDA sont de moins en moins élevées depuis cette période. Je sais déjà que cette entreprise a un problème ici avec la gestion de ses coûts. D'accord? Elle a un problème avec la gestion de ses coûts. Ensuite, je vais comparer les net income et les free cash flow, histoire de voir si on parle le même langage. On les met sur le même graphique. On met ça ici. On va se dire que c'est plutôt stable. Même si les net income ici normalise, net income, qu'est-ce qu'on a ici? Voilà. Donc j'ajuste ici par rapport aux éléments extraordinaires. Donc si on prend les normalize net income ici, on a à peu près donc les bénéfices nets normalisés. Donc l'année où on a perdu de l'argent ici, en réalité, on n'en a vraiment pas perdu. Okay, ça peut être un effet ici, ça peut être ici une variation comptable non financière. D'accord? Donc, mais en termes de bénéfices nets, le bénéfice baisse à peu près depuis cette période-là. Et donc, si on va analyser cette compagnie, par où on commence? J'ai des marges EBITDA qui sont de moins en moins élevées. Et les marges EBITDA sont moins élevées, surtout, on constate que c'est quand on fait l'acquisition. Dès qu'on a fait l'acquisition d'un segment d'activité qui n'est pas assez rentable en date d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la rentabilité globale sera impactée dans le temps et en termes de volume, on va faire de l'argent? Parce que en termes de net income ici, normalisé, si vous regardez bien, on a vraiment pas, on est plutôt resté sur la moyenne. D'accord? Les net income ont commencé à diminuer à partir de quelle période? À partir à peu près de 2020 par là. Ok? 2020. Et donc ici, alors que en termes de marge EBITDA, la baisse a commencé disons en 2017, 2018 par là. Pourtant, en termes de volume, on avait toujours la même chose. Même si en termes de marge bénéficiaire, parce que là, on regarde les volumes. Parce que si on regarde les marges bénéficiaires ici, vous allez voir qu'il y a clairement un impact à ces niveaux.
OK? So, si je prends les net income, de manière générale, est-ce qu'il faut normaliser les résultats? Normaliser, ça veut juste dire que le business est peut-être dans une mauvaise passe en date d'aujourd'hui, mais c'est temporaire. J'en sais rien parce que je n'ai jamais lu les rapports financiers de M. Bonduel et je n'ai pas l'intention de le faire. Dépendamment de l'activité qu'elle mène. Ici, notamment, je pense que Bonduel, c'est à peu près quoi? C'est la vente ici de vegetables, donc c'est des produits de grande consommation ici. Donc, comment est-ce qu'elle distribue son produit? Est-ce qu'elle est impactée par la hausse ici du prix du, je sais pas moi, du jambon ou je ne sais pas quoi? Donc, on va regarder ça ici. En bref, qu'est-ce qui se passe dans cette compagnie? Partenariat agriculteur, machin. OK, donc la hausse du prix des intrants pourrait impacter ce business, normalement. Regardez les activités, Bonduel Retail, qu'est-ce qui se passe à ces niveaux-là? On vend quoi? Ce genre de choses. OK, tant mieux. Est-ce qu'on a un pricing power? Ça veut dire que est-ce que les marques de nos produits ici nous permettent d'augmenter les prix? Pour le moment, ici, je ne vois rien de tout d'exceptionnel. OK, je ne vois vraiment rien d'exceptionnel. Est-ce qu'on a un pouvoir de négociation par rapport aux distributeurs? Parce qu'il faut qu'elle distribue ce produit. Je ne pense pas qu'elle vende directement aux consommateurs. Donc, elle passe par des distributeurs. Et si c'est le cas, donc son troisième trimestre est publié depuis longtemps, activité en léger repli sur le troisième trimestre dans un climat de consommation contraint. Donc, il faut aller regarder qu'est-ce qu'elle a mentionné ici. Donc, ces rapports financiers sont sortis depuis le mois de mai 2 mai 2024. Donc, parce que les distributeurs qui ont déjà des marges très peu élevées ont tendance à demander des prix de plus en plus bas aux fournisseurs qui sont à peu près des compagnies comme Bonduel. Donc, il faut faire attention. Là, et les distributeurs également ont tendance à, ils ont tendance à proposer des marques génériques ici. Donc, Bonduel, si elles vendent peut-être du maïs en canette, bon, techniquement, on pourrait avoir une marque distributeur également pour le même produit 2 fois moins cher. Donc, il faut faire attention. Donc, quand tu vas regarder du Bonduel en date d'aujourd'hui, il faut regarder d'où provient le problème. Est-ce qu'il est durable ou temporaire? Et gérer les achats ici par rapport à la pondération. Essayer de regarder, si tu décides d'y investir, voilà, mets-en une toute petite partie de ton portefeuille. Parce que du point de vue dette nette, est-ce que nous avons une dette nette élevée? On a près de 700 millions de dettes. Et encore, il faudrait normaliser, il faudrait vérifier sans prendre en considération les loyers. D'accord? Et donc, quand on regarde la dette nette sur EBITDA, on a 5,5 qui est un niveau extrêmement élevé. Et si on a 700 millions de dettes ici, alors que si nous avons une entreprise qui peut produire en free cash flow en moyenne, je dis bien en moyenne, sur les 10 dernières années, 54 millions, on a la possibilité de repayer la dette nette ici en plus de 10 ans. C'est trop, littéralement. Et donc, c'est un business que je ne vais pas acheter à plus de 10 fois les bénéfices. Mais alors, quel bénéfice? D'accord? Quel bénéfice? Donc, moi, je vais normaliser les résultats. Je sais déjà que, idéalement, j'aimerais avoir cette compagnie à un prix qui se rapproche des actifs tangibles nets. Et il faut vérifier si ces actifs tangibles nets sont constitués de quoi précisément et comment est-ce qu'ils évoluent dans le temps. Parce que là, on a des actifs tangibles nets qui ont bondi en 2021. Pourquoi? Même si on a vu une certaine évolution stable ici, mais pourquoi on a ce bond en 2021? Il faudra aller vérifier. Donc ici, est-ce que c'est dû à l'acquisition? Non, pas du tout. Et donc on remarque ici qu'on est plutôt dans les 10 € par là. Mais n'oubliez pas qu'on vient à peu près entre 2017 et 2021, on était à peu près à 6 € par là. Enfin, je vais juste regarder ça, la médiane. On va prendre ça ici. OK. Le tout, donc on a 6,72 €. Le plus important, c'est de maintenir un niveau supérieur ou bien équivalent à cette médiane-là. Donc, aujourd'hui, l'entreprise cote à 6,13 €, ça peut être intéressant, mais ça reste un value play. Ce n'est pas une compagnie qualitative, il n'y a rien d'exceptionnel que je vois ici présentement, en tout cas au niveau des chiffres, ça ne m'excite pas énormément. D'accord? Donc, en termes de la médiane ici sur les 10 dernières, disons même que nous sommes méchants. D'accord? Prenons la médiane des bénéfices nets depuis à peu près 20 ans. C'est 45 millions. À 10 fois les bénéfices, ça donne 450 millions, ce qui pourrait nous donner ici un prix 2 fois plus élevé qu'on est en moyenne ici. Et quand on regarde à peu près
450 millions ici, divisé par combien? 32 millions d'actions, ça donne à peu près combien? Aux alentours de 14 euros par là. Mais ça, c'est si l'entreprise rapporte au moins 45 millions par an. Au moins. Je dis bien au moins. Or, actuellement, ce n'est pas le cas. Donc, il faut vérifier qu'est-ce qui se passe présentement. Est-ce que c'est temporaire ou durable? Et par rapport à ça, prenez vous-même vos propres décisions d'achat. Maintenant, je sais que c'est le dividende qui intéresse généralement les gens ici. Quand on regarde ce dividende-là, ils ne devraient pas payer de dividende. Même si c'est 10 millions. Ils peuvent payer le 10 millions, mais on a de la dette. Pourquoi ne pas se concentrer sur le remboursement de la dette? Et encore, avoir de la dette, il faut aller regarder la structure même de cette dette-là, l'échelonnement de la dette dans le temps. Pour pouvoir, si c'est une dette de 700 millions, mais qui doit être remboursée sur 100 ans, avec un taux d'intérêt de 1%, ce n'est pas la même chose qu'une dette de 500 millions qui doit être remboursée sur 10 ans avec un taux d'intérêt de 10% ou 5%. D'accord? Ce n'est pas la même chose. Ça ne sera pas la même interprétation. Et donc, quand je dis que l'entreprise est endettée, ça ne veut pas forcément dire qu'elle va faire faillite ou quoi que ce soit. Il faut regarder la structure de la dette. Et si vous ne savez pas comment faire généralement, ou bien vous avez du mal ici à lire les rapports financiers, tenez-vous tranquille. Ce n'est pas très compliqué. L'essentiel, c'est la pratique. Et c'est essentiellement ce que vous pouvez faire ici dans le start, donc le pack du débutant, en description de la vidéo. D'accord? Vous avez en description de la vidéo la possibilité d'avoir ces 3 modules de formation. D'accord? Lecture des rapports financiers, lecture des états financiers et comment analyser les rates. Je sais que vous adorez les rates ici, mais vous n'arrivez pas. Vous avez tendance également à très mal analyser ces entreprises-là. Donc ici, on essaie d'aller sur les rates, on va au-delà des chiffres. Généralement, on pose les questions les plus importantes, surtout au niveau des types de contrats. Bref, il y a vraiment des spécificités bien techniques ici pour le segment des rates. OK? Donc, vous avez tout ceci, plus ici une rencontre par mois pour essayer de voir si vous avez des blocages, histoire d'y répondre au maximum. Vous pouvez également poser des questions. D'accord? Donc, en ce qui concerne, vous avez tout ça en description de la vidéo. Et vous avez également, et ceci fait partie, c'est une partie du programme d'accompagnement, l'accélérateur. Donc, l'accompagnement, l'accélérateur, c'est à peu près 14 modules de formation. Ici, c'est 3 sur 14. OK? Donc, vous avez également l'accélérateur en description de la vidéo. So, pour ceux qui vont monter en compétences et en confiance, c'est essentiellement de la pratique. OK? So, pour Bonduel, est-ce que Bonduel mérite d'avoir une place dans notre watchlist? Non. Moi, non. OK? Et est-ce que ça veut dire que ce sera un mauvais investissement? Non, pas forcément. Comme je l'ai mentionné ici, il y a un ensemble de questions à poser. D'accord? Du point de vue fournisseur, concurrent et du point de vue ici client. OK? Donc, on a tendance à faire après, c'est essentiellement ce type de questions, les questions de base qu'on a tendance à poser sur la lecture des rapports financiers. OK? Donc, pour Bonduel, je dirais quantitativement, c'est intéressant. Je dis bien quantitativement uniquement. En termes d'ajout dans ma watchlist à moi, non. Ça ne m'intéresse principalement, ça ne m'intéresse pas en date d'aujourd'hui. Et vous pouvez avoir accès à cette watchlist-là en description de la vidéo. Je rappelle que à la fin de cette journée, donc du 27 du mois de juillet, le prix affiché ici, dépendamment du niveau que vous allez choisir, aura complètement changé. OK? So, si on revient sur Bonduel, pas d'intérêt par rapport à la watchlist. C'est quantitatif, sous-évalué quantitativement, sans plus. OK? So maintenant, si vous voulez y investir, voilà, ça dépend de la pondération que vous allez choisir de mettre ici. Après, si vous avez une maîtrise parfaite du dossier, je ne sais pas moi, peut-être que le PDG est compétent, ce genre de choses-là, peut-être que vous allez mettre plus que prévu. OK? Bref, ce n'est que mon humble avis quantitatif. Et je rappelle que le quantitatif, ce n'est qu'une partie de l'analyse fondamentale. OK? Maintenant, le quantitatif présente les chiffres. Maintenant, il faut faire parler ces chiffres-là. Mais sinon, ça nous permet ici de savoir que Bonduel ne nous intéresse pas. Et si on était même obligé d'y investir, parce que techniquement, avoir une entreprise s'échangeant en dessous de ces tangible value ici, ça pourrait être intéressant pour un value play, mais ça s'arrête là. Ce n'est pas quelque chose que moi j'ai tendance à faire ici. Mais bref, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas gagner de l'argent dessus. Mais il y a un ensemble de questions à poser, notamment au niveau de la dette, au niveau ici même du modèle d'affaires, la distribution de produits, etc., ainsi que les problèmes rencontrés sur les dernières années. Ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement, et je me réserve toujours le droit de me tromper. Merci.